Je ne sais pas pourquoi mon parcours intéresserait quelqu'un. Né à Cotonou dans la première décade du mois de février vers le milieu des années 70, Dr Jacques Richard Kodjo est un homme de stature respectable, mesurant 1,80 m. Il dégage une présence discrète mais apaisante. Son teint, subtile combinaison de clarté et de chaleur, reflète une beauté naturelle et authentique. Ses yeux noirs, à première vue, laissent deviner une profondeur tranquille, une observation attentive du monde. Son nez et ses oreilles harmonieux renforcent cette impression de sobriété et d'équilibre. Il affiche une certaine affection pour les tenues locales qu'il porte avec une élégance naturelle. Grand orateur, il sait captiver les foules avec une parole claire et inspirante, maniant les mots avec une aisance qui traduit un esprit décomplexé. Toujours prêt à servir, il se distingue par son engagement social. Disponible et actif, il participe avec enthousiasme à des initiatives comme les dons de sang, incarnant un dévouement profond envers les causes humanitaires. Marié, Dr Jacques Richard Kodjo est père de 2 enfants. Il a fréquenté l'école primaire publique centre de Lokossa, groupe A, avant de poursuivre ses études secondaires au séminaire. Orphelin de père et de mère depuis une dizaine d'années, il porte fièrement le souvenir de son père, commerçant, et de sa mère, aide-soignante. Homme de valeur, il apprécie la simplicité et la saveur des plats traditionnels. Son préféré, la pâte de maïs, accompagnée de crin-crin. 2 grandes qualités le caractérisent, son amour du travail bien fait et sa capacité à reconnaître ses défauts. Une rare preuve d'humilité. Profondément respectueux des règles, il fait preuve d'une discipline exemplaire, convaincu que le respect des principes est essentiel pour le bon fonctionnement de toute société, ce qui le montre un peu trop exigeant dans ses relations. En quête de sérénité, il affectionne particulièrement les vacances dans les lieux où il peut respirer un air naturel. Je suis Jacques Richard Kodjo, je suis juriste et je suis agent de l'État. C'est vrai que j'ai un engagement euh, très prononcé en politique et je revendique ma participation au parti l'Union progressiste Le Renouveau, dont je suis d'ailleurs membre du bureau politique. Alors j'ai bien envie de vous dire que moi je ne suis personne. Je ne sais pas pourquoi mon parcours intéresserait quelqu'un parce que bon, je suis pas une haute personnalité de l'État. Je ne représente pas grand-chose. Mais je donne de l'intérêt à votre questionnement parce que quand même si je ne suis pas d'un âge certain, je suis quand même d'un certain âge parce que bon, à mon âge, il faut quand même commencer à expliquer aux plus jeunes le parcours que l'on a eu. Et donc, j'ai pas eu un parcours extraordinaire. Je pense que la particularité chez moi, c'est que beaucoup plus jeune, je voulais devenir prêtre dans mon Lokossa natal. Hein. Je suis de Lokossa, j'ai oublié de le dire. Je suis de Lokossa, de la commune de Lokossa, de la ville de Lokossa. Et d'ailleurs, mes amis et mes congénères me taquinent bien, disent que je suis né sur le Pakoto de Lokossa parce que la boutique de mon père est juste en face du Pakoto. Alors, dans mon Lokossa natal, j'ai voulu devenir prêtre et donc très jeune, je suis rentré au séminaire. Il faut dire que c'est au séminaire que j'ai fêté mon 10e anniversaire. Hein. Donc, c'est vous dire que j'ai vraiment grandi au séminaire et j'en suis sorti 10 ans après au cours secondaire. Enfin, j'en suis sorti, c'est un euphémisme. J'ai été viré, enfin, j'ai été renvoyé du séminaire. Bon, c'est vrai que le motif n'était pas très clair, au point que mon évêque de l'époque, monseigneur Robert Sastre, avait dit qu'il me retournerait au grand séminaire quand j'aurais fini avec le baccalauréat. Bon, après le baccalauréat, j'ai choisi de ne plus retourner.
Bon, ça a créé un petit tollé dans la famille, une divergence avec Monseigneur et tout, mais je ne suis pas retourné. Malheureusement, Monseigneur est décédé, il est décédé 2 ans ou 3 ans après. D'ailleurs, ça va faire 20 ans bientôt et 25 ans bientôt qu'il est décédé, le 16 janvier prochain. Nous allons nous réunir pour prier en sa mémoire. Donc voilà le parcours qui a été le mien. J'ai été formaté par les prêtres catholiques. J'ai été dans ce milieu-là. Ma personnalité a été forgée dans ce milieu. Et je peux dire que j'ai tout obtenu de ce milieu, c'est-à-dire le goût du travail, et le goût du travail bien fait, et l'abnégation, l'envie d'avancer, et l'envie d'avancer dans les meilleures conditions, et surtout, le respect des règles. C'est pour cela peut-être que je suis devenu juriste aussi, donc le respect des règles. Il faut dire que au séminaire, on nous a appris ces choses-là, et moi je pense que j'ai été positivement marqué par tout cela. Et donc aucun regret d'être passé par là, aucun. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je dirais que toute ma force, je la puise de là, parce que le niveau spirituel également, parce qu'un homme sans spiritualité, ça ne sert à rien. Je suis demeuré chrétien catholique fervent et pratiquant. Et même si je suis peut-être parfois en déphasage avec certaines phases de la doctrine de cette Église catholique qui nous rapporte des pratiques occidentales comme étant des dogmes de l'Église. Ça, c'est une autre question. On fera une autre interview là-dessus. Mais voilà, je garde l'essentiel qui est la foi en Dieu. Et je crois que Jésus-Christ est son fils et que c'est lui qui a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver et que je crois qu'il y a 3 personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, il faut dire que, en fait, j'ai fait mon examen de conscience. Hein. Alors, si vous voulez, j'ai été renvoyé du séminaire pour une situation malencontreuse, hein, pour quelque chose qui n'existe pas. Et d'ailleurs, à l'occasion, je le rappelle toujours aux évêques et à mes amis prêtres. Et à l'époque, si vous voulez, en une minute, à l'époque, j'ai comme l'impression que les évêques envoyaient comme formateurs au séminaire les prêtres qui les embarrassaient, les prêtres dont ils voulaient se débarrasser. Et donc, à l'époque, moi, j'ai été renvoyé du séminaire Notre-Dame de Fatima de Parakou, après avoir fait Adjatokpa, après avoir fait Djimé. Et à cette époque, à Parakou, on avait des prêtres franchement particuliers et un peu bizarres. Hein. Moi, je peux citer pour que tout le monde comprenne parce que quand on dit ces choses, les gens pensent qu'on est aigri. Je peux dire que on avait rassemblé dans le corps professoral le père Goragui, qui est toujours vivant, le père Goragui. Et quand je dis Goragui, tout le monde sait, tous ceux qui ont fait avec Goragui savent comment il est bizarre. Ensuite, on avait le père Wanibini, qu'on appelait d'ailleurs grand-père, qui est aussi tout aussi singulier, le père Wanibini. Après, on avait le père Constantin Retougan, Constantin Retougan qui est complètement bizarre, qui est barge. Alors, quand je dis ça, c'est pas pour l'injurier. Quand, voilà, c'était des gens bizarres. Après, on avait également, dans ce lot-là, le père Joseph Drégo. Alors, quand vous avez réuni dans un seul conseil professoral autant de particularités et d'individualités bizarres, alors moi, mon histoire a été liée à Joseph Drégo. Joseph Drégo qui, bon, aujourd'hui, quand je regarde ça, je me dis peut-être que Joseph Drégo lui-même n'avait pas fini sa croissance d'adolescence. Et puis, les prêtres qu'on envoie qu'on envoyait pour nous former, eux-mêmes avec quelques soucis. Donc, c'est avec Joseph Drégo que moi j'ai eu un souci. Alors, c'était la kermesse. J'ai fait une photo avec des filles. Après, Joseph Drégo a estimé que je n'aurais pas dû faire des photos avec des filles. Bon, enfin, c'était des conneries, des choses qui n'ont... Bref, pour moi, ça n'a rien à voir avec l'Église catholique. Je sépare mon Église des acteurs de l'Église. Hein, et pour moi, il y avait quelques personnes à l'époque
Monseigneur Adjou, qui était le recteur à l'époque, n'a pas voulu séparer la situation. Je rappelle qu'il y avait quand même aussi Monseigneur Gonzalo Aristide, qui était membre de ce corps professoral, et on a eu quand même 2 évêques de ce corps professoral. Mais pour moi, l'Église et les hommes d'Église, il faut faire la part des choses. Ce n'est pas pour eux que je crois en Dieu, ce n'est pas avec eux, c'est pour ça que je suis demeuré catholique, pratiquant, et je revendique ma foi partout où besoin est. Alors, vous comprendrez alors mes choix à l'université, parce que ayant ce parcours au séminaire, donc un bac purement littéraire, alors à l'époque on disait le bac A1, donc j'ai eu le bac A1, le bac philosophique, c'est vrai, avec mention bien à l'époque. Et donc, un bac A1, j'étais tourné vers des matières littéraires. C'est le droit qui me plaisait. C'est le droit qui me plaisait, mais alors, quand on se retourne en 98 où j'avais le bac et que dans le droit, les issues étaient fermées, l'État ne recrutait plus et en plus, les concours d'avocature étaient suspendus. Je me disais, c'était sans issue. Donc, j'ai fait ce que je pouvais faire le mieux, c'était lettres modernes. Donc, je me suis inscrit en lettres modernes et j'ai fait une double inscription en droit, bien entendu. Et j'ai mené les 2 études de pair jusqu'au bout, hein, jusqu'à la maîtrise. Alors, à la maîtrise, il s'était agi de faire la maîtrise dans la matière qui me donnerait plus vite du travail qu'un autre. Lettres modernes s'offrait à moi, naturellement, parce qu'en lettres modernes, je pouvais devenir professeur de français partout sur la terre. Donc, j'ai choisi de vite faire ma soutenance en lettres modernes, et ce qui n'a pas raté d'ailleurs, parce qu'aussitôt, l'État m'a recruté comme élève professeur certifié de français. Et c'est ensuite que j'ai fini mes études en droit, et c'est en droit que je suis allé plus loin, parce que c'est ce que j'aime le plus, ce que j'aimais le plus. Voilà un peu la particularité de mes études. Je voudrais dire qu'on était plusieurs dans le cas. Hein. J'ai beaucoup de collègues, de copains aujourd'hui, magistrats et autres, qui ont eu le même parcours que moi. Philosophie et droit, anglais et droit. C'était la mode à l'époque. Aujourd'hui, il me semble que les doubles inscriptions à l'université ne sont plus très aisées. Oui, moi je trouve que nous avons une vie communautaire formidable au Bénin. Et s'il vous plaît, Monsieur Canosso, je ne changerai pour rien au monde la vie agréable que nous menons au Bénin. Parce que les quelques fois que j'ai dû sortir de ce pays, j'ai vu certains communautarismes, certains clivages sociétaux qui ne m'ont pas vraiment plu. Mais au Bénin, nous vivons dans une harmonie terrible. Regardez, nous allons partir d'ailleurs. Le moment est très précis. Nous allons partir à Ouida. Regardez la proximité du temple vaudou avec la basilique de Ouida. Mais ça fait plus de près de 100 ans que ces gens-là vivent ensemble sans, c'est vrai, il y a quelques couacs, mais sans grand problème depuis. Et regardez comment nos quartiers sont constitués. Nous avons des quartiers musulmans. Dans toutes les villes du Bénin, nous avons des quartiers que nous appelons Zongo. Et c'est réputé pour être des musulmans. Et nous avons des Zongo partout. Et regardez la belle ville de Porto Novo, où cohabitent très bien et très agréablement musulmans et chrétiens, animistes. Et quand je rentre dans chrétien, vous avez les célestes, les évangélistes et les catholiques qui cohabitent très bien. Pour moi, notre vie communautaire est très agréable au Bénin et je voudrais qu'on sauvegarde ça à tout prix. Oui, la cherté de la vie. Je voudrais juste demander à ceux-là, quand est-ce que la vie a été moins chère une fois?
Parce que de mémoire d'homme, depuis que je suis devenu autonome et que je fais des emplettes, par exemple, je vais vous dire, très simple, dans mon foyer, et c'est moi qui suis chargé d'acheter les sacs de riz, par exemple. C'est les sacs de riz et les boîtes de conserve. C'est moi qui les achète. C'est pas mon épouse, c'est moi. Alors, moi, j'ai commencé à acheter, par exemple, le sac de riz parfumé de 5 kilos. J'ai commencé à l'acheter à 2500 francs. Et ça n'a cessé de grimper jusqu'à ce jour où ce sac de riz de 5 kilos, je ne sais plus, atteint 7000 ou 8000 aujourd'hui. Mais moi, j'ai vu l'évolution du prix, de ce prix-là. Ça n'a jamais dégringolé. La vérité, c'est quoi? C'est que la vie est toujours de plus en plus chère. Ceux qui nous promettent la vie moins chère, c'est illusoire. La vie, la cherté de la vie n'est pas un phénomène particulier au Bénin. Maintenant, je reconnais qu'au Bénin, il y a quelques pratiques qui permettent, nous sommes dans un libéralisme. Je vais vous dire, j'en profite pour dire, par exemple, la banque UBA. La banque UBA qui a été désignée par l'université pour recevoir l'inscription des étudiants. Alors, la banque UBA, dans un esprit certainement pour aider et également dans un esprit capitaliste, a créé un système d'enregistrement en dehors de ces caisses. Donc, quand vous allez, je vous parle en tant que parent d'étudiant, quand vous allez à UBA pour payer l'inscription de votre étudiant, l'UBA vous dit non, non, ça ne se fait plus à la caisse. Allez au dehors. Et l'UBA a sorti un terminal au dehors sur lesquels on fait les inscriptions. Mais ça a un coût supplémentaire de 500 francs. C'est du capitalisme. C'est-à-dire que ce coût supplémentaire de 500 francs montre aux parents d'étudiants que je suis qu'on est en train de m'escroquer. Et ces choses-là se multiplient dans plusieurs domaines dans notre vie économique et les gens ont comme l'impression que c'est du fait du gouvernement. Pas du tout, ce n'est pas lié au gouvernement, mais c'est lié au fonctionnement économique et la vie va coûter toujours de plus en plus cher, pas d'illusion pour cela. Je voudrais qu'on sépare l'Église catholique de certains acteurs de l'Église catholique. Je pense qu'il faut faire la séparation. Et si nous ne faisons pas la séparation, nous allons faire beaucoup de confusion. Je voudrais rappeler que l'Église catholique à laquelle j'appartiens est une Église 2 fois millénaire qui existe depuis 2000 ans. Et donc l'Église en a vu des pas mûres et des vertes. L'Église a vu des dirigeants de toutes sortes. L'Église alors j'inviterai les gens à aller voir l'histoire de l'Église. Ça nous permettrait de séparer les princes de l'Église elle-même. Ce que vous êtes en train de dire là simplement, moi je pense que c'est certains membres de l'Église qui pour des raisons non avouées, hein, c'est des hommes aussi, hein, les prêtres et les évêques, c'est des hommes. Si vous voulez qu'on se mette à citer les frasques des prêtres et des évêques, on s'en sortirait pas aujourd'hui. Et moi, j'ai vu, je ne sais pas si vous avez vécu, moi j'ai vécu le schisme de Monseigneur Gaillot. Quand j'étais tout petit, ça c'est des choses qui nous ont marqué. Monseigneur Gaillot, qui a été chassé de l'église, en fait, il y a eu un schisme avec Monseigneur Gaillot, mais qui après est revenu pour demander à être réintégré à l'église catholique avant sa mort. C'est vous dire que les prélats d'un niveau très élevé peuvent aussi se tromper. Et je pense que sur la gouvernance du président Talon, il y a quelques prêtres aujourd'hui dans notre clergé béninois qui se trompent largement. Évidemment, je les comprends parce qu'ils ont des frères et des sœurs qui ont fui le pays, qui ont fui la justice du Bénin et se disent exilés. Donc je comprends, c'est des hommes, ils peuvent avoir des sensibilités et on les identifie très bien. Hein. Moi je parle clairement par exemple de l'abbé Nathanaël Souédé. L'abbé Nathanaël Souédé qui pour moi est un père. Je vous signale que l'abbé Nathanaël Souédé est du même diocèse que moi. Il m'a vu naître, il me connaît très bien, il connaît très bien mes parents, mes frères et sœurs. Mais l'abbé Nathanaël Souédé aujourd'hui est en train de traîner l'Église dans une erreur d'appréciation vis-à-vis de la gouvernance du président Talon. Et ça, il faut le dire et l'assumer.
Alors vous allez me dire, mais la conférence épiscopale du Bénin le suit. Évidemment que la conférence épiscopale du Bénin va le suivre. L'abbé Nathanaël Souédé a 40 ans de sacerdoce. Très peu de nos évêques ont 40 ans de sacerdoce. Donc, ça peut influencer. Je vous dis, c'est des hommes, ils sont influençables et donc ça peut influencer. Et on lui a confié cette tâche, il faut le soutenir un peu. Alors, après, vous allez voir que, par exemple, mon jeune frère, le père Éric Aguenounon, a transformé le chant d'oiseau en siège de l'opposition. Toutes les conférences qui sont données au chant d'oiseau, tout ça, c'est pour dénigrer la gouvernance du président Talon. Bon, je le lui concède. Mais je pense que le père Éric Aguenounon, il souffre un peu de sa jeunesse. Il a fait une déclaration dernièrement chez vos confrères de Reporter Monde où il dit que le pouvoir politique ne devrait pas être une terreur. Je pense que c'est une déclaration naïve de la part du jeune Éric Aguenounon, simplement parce que même le pouvoir religieux est une terreur pour celui qui ne veut pas suivre les règles. Tout pouvoir est une terreur pour celui qui ne veut pas suivre des règles. S'il vous plaît, dans l'église catholique, lorsque des prêtres choisissent de s'écarter des règles, mais regardez comment on les traite. Moi, j'ai vu des prêtres déprimés et tout. J'ai vu des prêtres qui sont tombés dans des puits parce que l'église catholique a choisi de les mettre à la touche. Ça veut dire que ce pouvoir-là a été une terreur pour ce prêtre-là. Mais il n'aura qu'à s'en prendre à lui-même parce qu'il s'est écarté des règles. Donc, ceux qui s'écartent des règles, ils sentiront le pouvoir politique comme étant une terreur. Donc, je pense que c'est de la naïveté que de faire de telles déclarations. Mais je comprends, parce que le père Éric Aguenounon, il est le filleul de Raymond Goudjo. Il veut marcher sur les plates-bandes de Raymond Goudjo, mais il n'a pas la tripe de Raymond Goudjo. Je vous parle de Raymond Goudjo qui a été mon professeur au séminaire. Mais Éric Aguenounon n'a pas le background de Raymond Goudjo. Goudjo, il a une dimension internationale que Éric Aguenounon n'a pas. Mais bon, il essaye de s'en sortir. Je dirais, pour sa défense, que sa gouvernance au champ d'oiseaux est déjà une très bonne gouvernance par rapport à son prédécesseur qui a été mon camarade de classe d'ailleurs. Donc, séparons clairement l'Église catholique de certains de ses acteurs qui veulent, qui sont des hommes et qui expriment des sentiments qui ne sont pas justes du tout. C'est une invention de l'abbé Nathanaël Souédé qui parle de journée de relèvement national en anniversaire à la conférence nationale. Relèvement national, pourquoi? Notre pays est à terre. Notre pays est à terre dans quel domaine? Alors, le fait même que lui puisse sortir cette idée montre que notre pays n'est pas du tout à terre. Parce que ça lui permet au moins de s'exprimer. Les pays qui sont à terre, dans les pays qui sont à terre, est-ce qu'il peut oser parler? Est-ce qu'il peut oser s'exprimer? Quel relèvement national? À quel point de vue? Point de vue économique? Point de vue démocratique? Point de vue liberté? Mais pas du tout. Aujourd'hui, nous avons la meilleure liberté qui existe sur la terre. Chacun de nous dit ce qu'il veut. Mais on demande simplement à chacun d'assumer ses responsabilités. Dans cette interview, je viens d'appeler des noms. Et je viens de citer des situations. Je suis prêt demain à en répondre devant le juge. Parce que il ne faut pas dire les choses et demain refuser d'en répondre. Moi, je suis prêt. J'ai cité des noms. J'ai cité même UBA Bank et tout. Ils peuvent m'assigner demain. Mais devant le juge, j'aurai le temps de me défendre et de m'expliquer. C'est tout ce qu'on demande. C'est ça la liberté. Dites tout ce que vous voulez, mais soyez prêts à en répondre. Alors, si ils sont nostalgiques de la période de la bouillabaisse que nous avons connue dans notre pays, c'est leur problème. Et je voudrais dire, c'est pas l'Église catholique, c'est certains membres de l'Église catholique qui s'activent pour jeter le discrédit sur la gouvernance du président Patrice Talon. Si j'ai des amis aujourd'hui, et c'est parmi les prêtres, hein, et parmi les anciens séminaristes. Si je peux dire que j'ai des amis aujourd'hui, c'est vraiment parmi les prêtres. Et c'est vous dire que moi, qui suis resté au séminaire pendant 10 ans, j'ai été marqué et puis j'ai passé toute mon adolescence. Vous savez, les meilleures amitiés se créent à cette époque-là. Et donc, aujourd'hui, je suis très heureux d'être avec eux. C'est
C'est pour ça d'ailleurs que je suis parfois mal à l'aise pour dire mon opinion par rapport à certaines sorties, mais je pense que ça commence à être un peu trop et il faut quand même que nous puissions commencer à réagir. Et donc, mon église catholique, avec ses prêtres, c'est mon meilleur monde, c'est le monde dans lequel je me sens le plus à l'aise et je demande à Dieu de nous garder, de garder ce pays et de faire en sorte que la gouvernance installée par le président Talon puisse être reprise par mon parti politique, l'Union progressiste, le Renouveau, et nous avons pour ambition de diriger ce pays pendant les 20, 30, 40, 100 prochaines années. Et je demande à Dieu de nous l'accorder. Ben, je suis sidéré. Je suis sidéré. En temps normal, je ne réagis pas sur les sorties de Kemi Seba parce que je me dis ça n'en vaut pas la peine. Parce que Kemi Seba, pour moi, est complètement à l'ouest. Il comprend rien du tout à ce qui se passe. Mais je suis sidéré qu'il veuille être candidat. Et alors, je ne sais pas si vous avez suivi son intervention. Je suis toujours avec beaucoup d'intérêt. Il dit qu'il veut, il dit que c'est un code électoral corrompu. Et il demande à être candidat des démocrates. C'est ce code électoral qui donne le pouvoir aux démocrates de le désigner lui comme candidat. Mais il dit que c'est un code électoral corrompu. Voilà un monsieur qui est dans un anachronisme terrible. Moi, je pense qu'il ne sait plus tout ce qu'il dit. Je retiens que c'est un Béninois et qu'il n'a pas encore été déchu de la nationalité béninoise. Donc, il pourrait être candidat. Mais avant cela, personnellement, je souhaite qu'il puisse répondre devant les juridictions béninoises de toutes les accusations graves dont il a affublé notre pays. Et dès que Kemi Seba va rentrer au pays, si personne n'intentait un procès contre lui, moi je suis volontaire pour aller intenter un procès contre lui, pour qu'il aille nous montrer les bases militaires françaises et les soldats français de la Légion étrangère qui sont au Bénin, il faut qu'il nous les désigne. C'est le préalable qu'il doit régler avant que sa candidature soit acceptée. Parce qu'il ne suffit pas de rester au dehors, de raconter des conneries et à la veille des élections de pointer son nez et de se mettre à parler. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui est complètement déphasé. Quand Kemi Seba se met à parler pour dire qu'il veut continuer l'œuvre de Béhanzin et autres, bah, moi, je pense qu'il a un déficit de cours d'histoire. Le Bénin n'est pas que le royaume du Dahomey. Et ce disant, c'est qu'il est en train de faire de l'exclusion. Et ce n'est pas le Béhanzin qui est le royaume du Dahomey qui est le seul royaume du Bénin. Il y a eu le royaume de Niki, il y a eu, et donc nous citons les Kaba, nous citons également les Biogera. C'est tout ce beau monde qui forme l'âme du Bénin d'aujourd'hui. Ce n'est pas Béhanzin tout seul. Même si je suis de la partie méridionale du pays et que je suis pour le roi Béhanzin, quand on veut être président du Bénin aujourd'hui, on n'évoque pas que le roi Béhanzin. On évoque aussi les autres royaumes qui ont fait la gloire de notre pays. Mais bon, je le comprends, il n'a pas beaucoup d'histoire du Bénin dans la tête. Je crois il connaît beaucoup mieux l'histoire d'un autre pays que l'histoire de son propre pays. Donc, Kemi Seba, ok, mais un préalable, il faut que Kemi Seba passe devant les juges béninois et réponde de ces accusations avant que sa candidature soit acceptée. C'est mon point de vue personnel et je suis prêt à lui tenter un procès dès qu'il entrera au Bénin. En tant que fils du Bénin, je vais le traduire devant la justice pour qu'il réponde de ces accusations. Pour vivre en société et se sentir dans la paix et la quiétude, il n'y a pas deux choses. C'est le respect. C'est le mot respect. Respect, premièrement, des règles de la société. Il faut respecter les règles de la société. Ça, c'est non négociable. Si nous ne respectons pas les règles de la société, nous ne vivrons pas en paix. Parce que la société nous rappellera toujours que nous sommes en déphasage avec les règles. C'est ce Léviathan qu'on nous a enseigné à l'université. C'est le Léviathan. Et chacun met sa force dans les règles sociales pour que nous puissions vivre ensemble. C'est le respect des règles. Donc j'ai dit, c'est un seul mot pour vivre heureux en société, c'est le respect. Mais je dis respect de quoi? Respect des règles de la société, premier élément.
Second élément, respect de l'autre. Respect de l'autre. Parce que l'homme est un animal qui vit en communauté. L'homme ne vit pas de façon solitaire. Donc, le respect de l'autre est fondamental. Et quand je vous parle de respect de l'autre, c'est le respect du voisin, c'est le respect de l'ennemi, c'est le respect de votre épouse, c'est le respect de votre époux, c'est le respect de vos enfants, c'est le respect de vos parents, c'est le respect de vos responsables sur le plan professionnel, mais c'est le respect à tout moment. Même quand vous êtes le supérieur hiérarchique, vous devez respecter vos collaborateurs pour vivre en paix. Parce que vos collaborateurs pourraient vous nuire. Je vous renvoie à la fable de La Fontaine, le lion et la fourmi. Merci.